Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai format voyage au Japon, une émission que j'ai le plaisir de partager avec Kelly et Marjorie. Bonjour Kelly et bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Alors dans ce nouvel épisode de préparation au voyage au Japon, cette fois on se consacre au choix de son logement et par extension au choix de son quartier de résidence lorsque l'on séjourne à Tokyo. Donc là on va parler exclusivement de la capitale nippone. Bien choisir l'endroit où passer ses nuits, ce n'est pas seulement une question pratique, ça fait aussi partie du voyage dans sa globalité. Selon l'endroit où l'on pose ses valises, la ville ne se découvre évidemment pas de la même façon, que ce soit par rapport aux points d'intérêt aux alentours, à l'ambiance de vie de quartier ou encore au transport en commun que l'on va pouvoir prendre plus facilement. Tokyo en plus c'est une des plus grandes villes du monde, c'est 20 fois la superficie de Paris. La question du logement est au cœur donc de la préparation de votre voyage pour y circuler le plus facilement possible. Selon votre budget, votre rythme de séjour, chaque séjour à Tokyo peut être évidemment différent selon son quartier de résidence et le type de logement que l'on sélectionne comme point de chute. Donc tous ces petits critères mis bout à bout font qu'un voyage peut vraiment être très différent d'une fois à l'autre si vous êtes des répéteurs de voyage au Japon. Et ce podcast, il sera abordé plutôt de façon orientée géographiquement, plutôt pratique aussi, et non du point de vue des prix du loyer. Donc on vous conseille d'avoir une petite carte sous la main, ou Kelly, tu pourrais aussi nous conseiller autre chose. Oui, avoir son tome 4 dédié à Tokyo, la capitale du Japon. Et oui, puisque, comme vous le savez, on a des livres ici à Kanpai que l'on vous propose de bien vouloir acheter pour nous soutenir, notamment les packs soutiens qui comprennent l'ensemble des tomes, donc les 5 tomes, c'est un peu plus de 1000 pages. Le tome 4 est dédié exclusivement à la ville de Tokyo. Et si on en revient à nos nuitées que l'on compte passer à Tokyo, eh bien, il faut savoir que ça coûte évidemment de l'argent. Ces montants sont trop dépendants des quartiers, des disponibilités, des transports aux alentours ou encore du cours du yen et surtout de votre statut qui va dépendre aussi, lui, de la durée de résidence au Japon. Donc c'est vrai que ce coût, on en parlera un petit peu moins, mais on va vous évoquer quelques ordres de grandeur. On va en parler un petit peu, mais sachez que c'est pas à prendre au pied de la lettre, ça peut vraiment varier, c'est beaucoup plus fluctuant que ce que là on vous annonce, avec des coûts moyens. Par exemple pour une nuit d'hôtel standard, donc du 3 étoiles plus, on compte environ un budget de 100 à 150 euros par nuit. Si on vise du haut de gamme, on sera plutôt aux alentours de 250 à 650 euros la nuitée, toujours pour une nuit en hôtel. Et question logement à Tokyo, eh bien lorsque l'on est expatrié, c'est une question qu'on peut se poser aussi de où résider dans la ville, eh bien on en parlera plutôt en fin de podcast. Et d'ailleurs, vu qu'on parle des expatriés, si ça peut vous donner une idée des tarifs des loyers, eh bien en 2024, le loyer mensuel d'un appartement une pièce, alors toujours pareil, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais à Tokyo c'était entre 670 et 1300 euros dans Tokyo pour une pièce, et à l'extérieur de Tokyo c'était entre 310 et 620 euros. Pour un loyer d'un appartement à 2 pièces, eh bien on comptait environ 930 à 1860 euros mensuels dans Tokyo et entre 500 et 930 euros à l'extérieur de Tokyo, avec évidemment à l'extérieur de Tokyo des sortes de cités dortoirs qui se développent de plus en plus, qui sont plus abordables ou en tout cas qui peuvent être chers mais avec des logements plus grands que ce qu'il y a dans le centre de la capitale. Oui. Et on rappelle qu'on payera quand même sur place en yens. Là, on vous a donné des conversions, mais c'est vraiment à titre indicatif, mais on payera en yens. Donc voilà, sachez que le coût de votre logement ne sera pas forcément trop abordé, voire quasiment pas dans la suite de ce podcast, puisque c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est de comprendre les critères qui peuvent améliorer votre séjour et qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte selon vos affinités aussi et le côté pratique que vous voulez apporter à votre voyage. On s'appuie évidemment sur un article, Marjorie. Oui, donc ça sera l'article principal, c'est les meilleurs quartiers où loger à Tokyo. Donc on s'intéressera vraiment à l'aspect géographique parce qu'on est sur quand même une mégalopole. Donc pour des fois choisir le meilleur endroit pour séjourner, ça peut être un peu vaste, même si on vous dit au centre. Le centre est grand. Donc on va essayer de vous éclairer là-dessus, suivant effectivement vos affinités, votre budget de voyage et le temps que vous restez. Et on a aussi plusieurs fiches d'avis. On fait régulièrement des hébergements, soit pour nos voyages, soit quand on est invité en voyage de presse. Et donc on fait des avis en fait où chaque fois, donc c'est quelqu'un de nous ou de notre équipe qui y a été et qui écrit exactement ce qu'il pense.
et avec des photos et tout ça. Donc toutes les fiches comme ça, elles sont regroupées sous un terme qui est hébergement au Japon chez nous, et vous avez plein d'informations, vous pouvez voir tout ce qu'on a fait à Tokyo. Et précision par rapport à ça, c'est vrai que là, comme ça pourrait être vu comme, pas forcément du sponsoring, mais si on est invité et que l'hôtel nous plaît pas, on le dit dans les articles. En tout cas, oui. C'est la façon dont nous, on accepte aussi ces invitations. C'est OK, mais à condition qu'on puisse en dire ce qu'on veut derrière. Oui, on est totalement libre de ce qu'on écrit. Et avant d'entamer le cœur du sujet du jour, eh bien, un petit rappel, c'est le moment de vous inviter à noter notre podcast, mettre un like, un commentaire. C'est une démarche qui est rapide, gratuite et qui a toute son importance. C'est crucial pour la visibilité de notre média, donc on compte sur vous et on vous remercie pour tous les efforts que vous faites jusque-là. Si j'en reviens au sommaire, eh bien on va commencer en première partie par présenter les principaux quartiers où poser ses valises en tant que touriste. Donc c'est là où on vous conseille d'avoir une petite carte, ou en tout cas bien votre géographie de la capitale en tête. On parlera ensuite de loger à Tokyo lorsque l'on est expatrié, et en dernière partie, on fera une petite synthèse quand même de la typologie des différents logements à louer lors d'un séjour au Japon, que ce soit des logements traditionnels, plus classiques, internationaux, ou alors peut-être même des locations de maisons. Ça, on en parlera rapidement en toute fin de podcast. Et on entame avec la première partie, la présentation des principaux quartiers où poser ses valises lors d'un voyage à Tokyo lorsque l'on est touriste. Quasiment tous les quartiers de cette immense capitale moderne présentent un intérêt, qu'il soit culturel, pratique ou financier, et la meilleure façon de parvenir à une sélection optimale pour son séjour est de connaître les grandes lignes des particularités de certains secteurs. Des critères pour choisir son point de chute sont donc des impondérables. Nous, ici à Kanpai, c'est vrai qu'on met surtout le point sur l'accès au transport qui, à nos yeux, c'est sans doute un des critères les plus importants si on compte passer plusieurs jours dans la capitale. Oui, même pour la visiter, vous la visiterez forcément en utilisant des transports en commun, parce que c'est très grand, et en marchant aussi beaucoup. Et peu en voiture, sauf si vous empruntez des taxis, mais on va dire que la location de voiture dans Tokyo, c'est pas forcément le meilleur moyen. Et dans la description qu'on va vous faire de certains quartiers, c'est vrai qu'il y en a qui vont s'afficher peut-être comme plus cher ou plus luxueux, mais évidemment, on peut toujours y dénicher de bonnes affaires. Donc si on vous dit que tel quartier est plutôt fait pour les gros budgets, en fait, on peut forcément trouver de tout. Ça, on en est bien au courant, mais après, c'est vrai qu'à chacun, cette typologie de quartier va vous aider aussi à vous faire une image de la capitale et sélectionner peut-être plus facilement certaines bonnes affaires. Et donc, on peut commencer avec le nord-est de Tokyo, et pour ça, on va parler de Asakusa, Ueno et encore Yanaka, et je te passe la main, Kelly. Oui. Alors, Asakusa, Ueno et Yanaka, donc le nord-est de Tokyo, c'est le secteur où une majorité de touristes va loger lors d'un premier séjour au Japon, notamment puisque c'est le côté très accessible quand on arrive depuis Narita. C'est à la fois une zone populaire et traditionnelle. Les trois noms que l'on a cités ont une identité historique marquée, très animée en journée, et elle retrouve du calme une fois les temples et les magasins fermés en soirée. Il n'y a pas vraiment de vie nocturne significative, ce qui est un bon point si on souhaite passer une nuit paisible. Asakusa, Ueno et Yanaka sont des valeurs sûres, mais qui ne sont pas épargnées par la foule de visiteurs la journée. Du côté des transports, la Yamanote, donc la ligne principale qui fait tout le tour de Tokyo, est accessible depuis Ueno ou Yanaka. À Ueno, c'est la gare de Ueno typiquement, et Yanaka, ce sera la gare de Nippoli, c'est le même quartier en réalité. Asakusa, pour sa part, se rejoint en métro. Le choix de logement dans ces quartiers est assez large, avec des prix dans la moyenne. Vous pouvez même y trouver des ryokan à réserver à l'avance si l'expérience vous tente. Si on arrive tard de l'aéroport, on peut choisir Ueno, qui est très bien desservi par les transports, et qui plaira aussi aux voyageurs qui veulent des espaces verts. Puisque c'est à côté, justement la gare de Ueno est vraiment située à côté du parc de Ueno. Et les autres lieux connus des zones que l'on a citées sont le temple Sensoji à Asakusa, Ameya Yokocho, c'est un marché qui est près du parc de Ueno, le cimetière de Yanaka qui est en sortie ouest de la gare de Nippoli, et les couturières trouveront de jolis magasins de fournitures, de mercerie à Nippoli. Tu as des actions en couture peut-être, tu nous as pas dit? Je vais m'y mettre, je pense. Oui, Yanaka, c'est quand même un peu plus excentré et un peu plus calme que Ueno ou Asakusa, même en journée. Ça fait plus petit village, en fait. Oui. À Yanaka, il y a la rue Ginza Yanaka, qui est commerçante, est assez fréquentée aussi par les touristes.
C'est un spot assez populaire. Mm. Voilà. Sinon, le reste du quartier est assez calme. Oui, je pense en fin de journée, c'est assez calme. C'est beaucoup plus calme. Et après, à Asakusa, vous gravitez autour du temple Sensoji où vous aurez énormément de monde toute la journée. Et aussi un peu le soir, puisque le temple reste ouvert. La Nakamise, elle est fermée, mais ça reste quand même ouvert. Il y a quand même des touristes qui vont visiter, parce que le temple est illuminé, enfin les pavillons sont illuminés, donc c'est assez joli. Et il y a la vue sur la Skytree, donc c'est aussi pas mal. Et puis il y a les musées, tout ce qui est musées nationaux et musées pour enfants. Le parc de Ueno aussi est très bien, donc c'est aussi bien pour les familles. Ensuite, on peut parler du secteur de Akihabara, donc qui est au sud du parc de Ueno. Donc tout ça, en fait, en réalité, on peut le faire à pied si on est des bons marcheurs. Hein. On peut descendre en fait de Ueno et arriver jusqu'à Akihabara, donc qui est aussi très bien desservi parce que présent sur la Yamanote. On connaît très bien le quartier pour tout ce qui est la geek culture et la culture populaire, donc les néons, l'ambiance électrique. Au premier sens du terme, même si le quartier a changé ces dernières années, et notamment en raison de la pandémie de Covid, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignes qui ont fermé, d'autres qui ont réouvert. Enfin, le paysage a un peu changé. Mais on retrouvera quand même des salles d'arcade, on retrouvera des magasins électroniques, on retrouvera un peu tout ça. Donc ça, c'est le côté très électrique, très pop. C'est pas forcément ça qu'on va vous recommander pour loger dans ce quartier, mais il y a une autre facette de Akihabara qui est beaucoup plus résidentielle, avec des rues en fait plus calmes, des commerces de proximité, des cafés et des restaurants. Et ça, c'est si vous logez plus vers Kanda, donc il y a la rivière Kanda et il y a aussi le quartier de Kanda. Et de ce côté-là, ça sera quelque chose de plus calme. Donc vous pouvez toujours sortir à la gare de Akihabara, mais vous allez dans l'autre sens que là où tous les gens vont pour ce qui est culture populaire japonaise. Et vous êtes en plein centre de Tokyo, et si vous aimez en fait faire du shopping et acheter des figurines, acheter des jeux vidéo ou faire du lèche-vitrine au Mandarake, vous pourrez faire tout ça à pied depuis ce quartier. Et aussi autre chose, parce qu'on est vraiment au centre de Tokyo. D'autres quartiers du centre de Tokyo sont aussi très sympathiques pour l'hébergement. On va vous parler de Ginza et de Marunouchi, qui sont aussi à proximité de la Yamanote et pas très loin du palais impérial. Et d'ailleurs, c'est des endroits où le luxe se perçoit de l'extérieur. On y croisera de nombreux hôtels de prestige, nichés dans de hautes tours, et on peut y louer des chambres ou des appartements avec vue en hauteur. De notre côté, on vous conseille Ginza pour son élégance, sa facilité d'accès depuis les aéroports, son calme la nuit et son très large choix de transport à proximité. Le quartier est pratique, animé, et on y trouve des budgets corrects pour se loger, et on peut viser plus haut en termes de budget si l'on veut profiter du luxe offert par le quartier. La gare de Tokyo est vraiment à proximité et s'avère une importante plateforme d'échange où on peut prendre métro, train, bus et Shinkansen, ce qui permet de rayonner un maximum vers les excursions situées en banlieue. Et la gare de Tokyo est encore plus accessible si vous dormez à Marunouchi, le quartier à sa sortie ouest entre la gare et le palais impérial. On va peut-être apporter une petite précision qui ressort de notre expérience commune de Ginza, c'est que si on veut manger tard, c'est pas le bon quartier, puisque, puisque la plupart des restaurants, en tout cas ceux qui nous sautent un peu aux yeux en tant que touristes, ferment assez tôt, ils ferment vers 20h à peu près. Et c'est à prendre en compte si jamais on est du genre à manger tard ou si on a prévu des longues journées. Ce qu'on se disait en off, c'est qu'à 20h, c'était déjà impossible de rentrer dans le restaurant. Le ménage était en cours presque. Donc même 19h30, je suppose que c'est peut-être trop juste pour le dernier service pour ce type de restaurant. Que vous voyez souvent d'ailleurs dans les buildings, il y a de grandes allées marchandes, etc. Vous en trouverez plein. Mais à cette heure-là, c'est vrai que c'est compliqué de manger. Si c'est au combini, ça va. Mais le reste, c'est un peu plus compliqué. Par contre, à 18h, vous pouvez faire des réservations encore. Après, sinon, vous allez dans les izakaya qui sont sous les voies, en fait, qui sont pas très loin de tout ce quartier-là, comme à Yorakucho ou Hibiya. Et là, vous pourrez en fait manger. Alors, pas que manger, aussi boire, mais tout cela avec modération. Mais vous pourrez aussi il y aura une vie nocturne à 20h, qui sera un peu plus importante que Ginza, qui reste quand même un quartier, et Marunouchi, qui reste quand même un quartier d'affaires. Marunouchi, c'est quand même très feutré comme ambiance. Même en journée, parce qu'on est quand même pas loin du palais impérial et c'est beaucoup de quartiers d'affaires, donc c'est assez calme, très très calme le soir.
Et bien évidemment, on a une fiche sur Ginza, donc vous y retrouverez aussi les points d'intérêt aux alentours, le palais impérial, Ginza Six qui est un grand centre commercial, d'autres points d'intérêt donc aussi sur la gare de Tokyo si vous voulez en savoir plus. Et si on change de quartier, on était à l'est, et bien on va passer du côté ouest de Tokyo avec Shinjuku et Shibuya. On a d'ailleurs longuement parlé de Shibuya et dans un article tout fraîchement sorti et en podcast. Et ici se trouvent des quartiers modernes, jeunes et nocturnes, dynamiques de jour comme de nuit. Et si vous voulez vivre pleinement l'euphorie de la mégalopole, Shinjuku et Shibuya, eh bien ça s'avère parfait pour poser vos valises. Vraiment que s'il y a ça qui vous intéresse. Parce que c'est vrai que sinon pour y dormir, vous verrez, on ne le conseille pas forcément. Cependant, il y a l'immense gare de Shinjuku qui est le point charnière d'un grand nombre de lignes de trains et de bus. Donc ça, c'est un côté très pratique. Et c'est peut-être un bon emplacement pour partir en excursion aux alentours, par exemple du côté du mont Fuji et du côté de Kamakura également. C'est un secteur où vous ne manquerez pas de restaurants non plus et la gare est si vaste qu'il peut être intéressant aussi de loger proche de stations plus petites, donc un petit peu plus excentrées, par exemple du côté de Shin-Okubo ou encore vers Harajuku. C'est plus qu'un conseil, hein. Franchement, pour l'avoir fait, ne logez pas à la gare de Shinjuku. Vous risquez énormément de vous perdre. Et si vous visez des stations plus petites où il n'y a que 1 à 2 quais, c'est largement suffisant. Voilà, c'est vraiment... Shinjuku, c'est très intéressant, mais la gare, elle est vraiment immense. Et d'ailleurs, pour faire écho à ce que tu nous dis, on l'a rappelé en podcast et dans les articles, il y a de nombreux travaux, de très très gros travaux de réaménagement de l'espace urbain dans cette partie de Shibuya. À Shibuya, pardon. Ouais. Donc là aussi, concernant les travaux de nuit, il y en a qui se font de nuit ou tôt le matin. Ou tôt le matin, donc pays pour pas avoir levant. de mauvaises surprises. Oui. Tôt le matin, c'est 4h du matin. Oui, pays du soleil levant. Regardez bien les heures de lever du soleil. En été, c'est 4h du matin. Parce que c'est vrai que souvent, pour avoir eu le cas, quand on loue un logement en avance, on ne sait pas qu'il y aura des travaux sur place. Et moi, par exemple, il y avait l'échafaudage, etc. sur la façade. Si vous voulez pas de mauvaises surprises, il n'y en a pas forcément beaucoup, hein, mais en tout cas, si vous voulez vous les éviter et que c'est pas pour revenir tard de soirée, eh bien, vous pouvez dormir dans d'autres quartiers que ceux-là. Après, sur Kanpai, on a une rubrique travaux et fermetures. Si vraiment il y a des grosses choses qui se passent comme à Shibuya, où c'est un des travaux d'envergure qui dure depuis déjà plusieurs dizaines d'années, on l'a noté et on l'a expliqué, donc vous pouvez voir aussi à quoi ça rend. C'est sûr que loger à la gare de Shibuya, ça peut être intéressant, mais en termes de bruit, franchement, vous ne serez pas épargné. Parce qu'entre les travaux, les transports, les encarts publicitaires, les écrans géants dans les rues et tout ça qui diffusent de la musique, il y aura du bruit. Vous serez au cœur de l'effervescence urbaine. C'est vraiment pour le côté pratique, soit vous revenez tard de soirée, soit le lendemain, vous devez partir et ça vous fait moins de route aussi pour voyager du côté, comme on le disait, du mont Fuji ou là, de Kamakura. Ça peut être... conseillé par contre. Oui, Shinjuku, alors il y a une partie qui est très nocturne autour de Kabukicho, mais après vous avez aussi d'autres pans de l'arrondissement et même autour de la gare qui sont beaucoup plus calmes. Si on va du côté de l'ouest à Nishi-Shinjuku, c'est donc un quartier d'affaires. Donc là, on se retrouve avec des rues qui sont très très calmes à la nuit tombée et aussi avec beaucoup d'établissements fermés puisque ça fonctionne surtout la journée. C'est là où vous avez aussi l'observatoire de la mairie de Tokyo qui est gratuit. Et du coup, vous avez aussi donc le jardin Shinjuku Gyoen à l'est, qui est aussi donc très grand et très calme au niveau de sa vie nocturne. C'est vraiment... Par contre, c'est un très très beau jardin à visiter. Et si vous logez pas loin, vous aurez aussi une atmosphère un peu de verdure dans la ville. Ça peut être vraiment très sympa. Et vous pouvez y aller du coup aux heures d'ouverture du jardin quand il y a peu de monde et aller boire un petit café au Starbucks qui est dans le jardin du Shinjuku Gyoen. Et après ces quelques précisions, Marjorie, on va passer du côté sud-ouest de Tokyo en allant chercher du côté de ces zones résidentielles. Vous pouvez trouver de charmantes adresses pour se loger. Il y a un visage plus apaisé de la capitale nippone, l'ambiance y est tranquille, peut-être un peu plus familiale. Un brin bobo chic aussi au passage, hein. Louer un appartement ou une chambre dans ces quartiers revient à vivre au rythme des Tokyoïtes branchés. Il y a des terrasses de café, des boutiques de jeunes créateurs, des squares pour enfants, des restaurants occidentaux et quelques immeubles aussi de bureaux. Il y a un petit peu de tout et c'est vrai que c'est un peu plus peut-être à taille humaine et comme on le disait, ce sont des zones résidentielles, donc on est un
un peu plus épargné peut-être par les galeries marchandes et les grands écrans, etc. On retrouvera aussi quelques ambassades. C'est quand même des quartiers un peu très luxueux, côté un peu raffiné. On n'est pas très loin de Chiyoda et donc de là où tous les organes du pouvoir se concentrent. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des ambassades. C'est un ancien quartier de résidence de daimyo. Donc on était sur quelque chose déjà à l'époque de Edo qui était assez luxueux. Tu nous parlais de cet aspect un peu luxe, et bien c'est vrai que c'est un endroit où on va devoir prévoir souvent quand même une dépense plus importante pour y séjourner, notamment si on prend des logements plus vastes. Et il y a des quartiers où on peut vous conseiller de loger, par contre toujours pareil, il faut faire attention à la ligne de train qui correspond à vos arrêts, puisque sinon ça peut vous demander, vous avez beau être à côté d'une station, ça peut vous demander de faire après pas mal de changements pour rejoindre les destinations que vous comptez faire le plus régulièrement. On va en citer quelques-unes de ces stations à taille humaine que sont par exemple Ebisu, Meguro ou encore Daikanyama qui sont, nous on trouve, bien placés sur la Yamanote. Mais il y aurait aussi d'autres endroits comme Hiro ou encore Azabu-Juban. Oui, mais qui là ne sont accessibles qu'en métro. C'est plus sur la Yamanote. Donc c'est plutôt une vie de quartier avec on va se déplacer un peu autrement et on va éviter faudra rejoindre des grands axes de circulation. Et quelques lieux connus aux alentours, il y a par exemple le Tokyo Photographic Art Museum, un musée donc comme son nom l'indique sur la photographie qui est assez bien fait, notamment pour les occidentaux, parce qu'il me semble que ça doit être traduit en anglais. Et puis il y a toute une partie aussi un peu didactique sur comment on fait les photos, l'histoire de la photo, etc., que j'ai trouvé très sympa. Oui, il est dans le complexe qui s'appelle Yebisu Garden Place, donc qui est assez connu. C'est ce qu'on appelle les centres commerciaux, une ville dans la ville qui sont assez grands, qui proposent des commerces, des restaurants, des musées. On a aussi à côté le musée de la bière Yebisu, en rapport avec donc l'histoire du quartier. Et du coup, vous avez plusieurs choses à faire sur ce site. Ça peut être, ça gravite autour. Et si vous n'êtes pas loin de Yebisu Garden Place pour loger à Ebisu, c'est pas mal, vous ne serez pas loin de la gare non plus. Et à Ebisu Yokocho, vous avez une ruelle avec plein de restaurants aussi. Oui, des izakaya qui sont plutôt rétro et bien conservés, vous aurez une bonne ambiance à l'intérieur. Un peu plus à l'est de Ebisu et plus au centre de la capitale nippone, on trouve le quartier de Roppongi, qui est connu lui pour sa vie plutôt nocturne, cosmopolite et festive avec ses bars et ses boîtes de nuit. C'est apprécié notamment des expatriés dont on reparlera tout à l'heure. On y trouvera des chaînes d'hôtels luxueuses telles que le Ritz-Carlton et le Hyatt si votre budget le permet. Vos rêves les plus fous peut-être, mais je ne sais pas si le budget peut le permettre. Et comme les quartiers que l'on citait tout à l'heure avec Marjorie, là encore, ce n'est pas sur la Yamanote, donc il faut prendre le métro pour y accéder. Donc c'est pas forcément le côté le plus pratique, mais si la vie nocturne vous intéresse, pour la vivre comme les expatriés ou comme les Tokyoïtes, ça peut être un bon endroit. Vous y retrouverez aussi un autre complexe urbain qui s'appelle Roppongi Hills, qui est un des premiers finalement à être sorti de terre il y a quelques années maintenant, au début des années 2000. Depuis, il y en a eu beaucoup dans le quartier, dont Toranomon Hills, qui se ressemblent et des fois on peut les confondre. Et vous avez aussi pas loin le Centre national des arts de Tokyo, qui a une structure en verre, en vague, qui est assez symbolique. Et si vous aimez l'architecture moderne, c'est un lieu à faire. Et aussi un lieu de pèlerinage de Yurnaim, pour ceux qui sont intéressés par Makoto Shinkai. Et on peut poursuivre un peu plus au sud de la capitale avec Odaiba. Donc là, on atteint une zone plus éloignée du cœur de Tokyo. Oui, on est sur le front de mer de la capitale, donc c'est vraiment... on change d'ambiance avec un côté un peu bord de mer, même si on reste sur une baie urbanisée, on ne l'oublie pas. Très urbanisée. Qui est aussi un axe de transport fluvial, donc il y a un peu de monde. Donc oui, on est sur plusieurs polders à Odaiba. Donc ça offre, l'avantage c'est que ça offre des vues dégagées sur un peu une sorte de première skyline de Tokyo, parce que vous êtes un peu en retrait, donc vous verrez, si vous avez une super vue panoramique, vous aurez la vue de la Skytree jusqu'à la Tokyo Tower, donc vraiment une vue de skyline. Vous pourrez aller sur les plages d'Odaiba. Les plages, je mets des guillemets, elles sont aménagées, elles sont construites, vous pouvez vous balader. De là à vous baigner dedans, je ne suis pas certaine que les eaux soient sanitairement propres pour se baigner, mais ça peut être une pause en fait pour regarder le paysage ou boire un verre en extérieur tranquillement.
On n'est pas très très loin de Disney, même si on n'est pas exactement à côté. C'est de l'autre côté de la mer en face. C'est dans la préfecture de Chiba, mais vous n'êtes pas très loin. À vol d'oiseau. Et sinon, donc pour y aller, alors c'est un peu le point noir d'Odaiba, c'est que c'est accessible en monorail ou en bateau sur les croisières sur la Sumida. Alors du coup, c'est pas forcément hyper accessible parce que le monorail s'arrête en fait le soir et reprend le matin à une certaine heure, donc il faut faire attention à ça. Mais après, ça peut vous donner en fait un petit air de vacances d'être à Odaiba, de loger. Il y a des grands complexes hôteliers qui se sont installés, notamment les prestigieux Hilton et Grand Nikko, qui donnent en fait sur le pont emblématique d'Odaiba, donc le Rainbow Bridge, qui est illuminé les nuits en fait, et donc du coup ça donne un peu une vue un peu sympa. Donc là, les voyageurs naviguent entre tourisme urbain et loisirs nautiques, donc plutôt en été. Après, Odaiba a pas mal aussi changé d'aspect dans certains quartiers. Odaiba a beaucoup changé depuis le Covid. Il y a des centres commerciaux qui ont fermé, des institutions qui ont fermé, d'autres choses qui ont ouvert. Donc le lieu change un petit peu. Si vous voulez rester sur le front de mer, mais ne pas loger à Odaiba parce que ça vous semble trop excentré et trop compliqué d'être accessible que par le monorail, vous pouvez loger sur le continent, on appelle ça, qui est en face de la baie. Donc ça va être en fait une partie de l'arrondissement de Minato qui est assez luxueux, assez aussi orienté à faire. Et vous aurez des trucs intéressants à faire, notamment dans le quartier de Hamamatsucho et autour de la grande gare de Shinagawa sur la Yamanote. Donc c'est un peu la porte d'entrée quand vous arrivez de Haneda. Donc c'est très très proche de l'aéroport. Donc ça peut être très pratique pour loger dans ces quartiers-là. Si vous faites en fait beaucoup d'allers-retours ou si vous venez que pour quelques jours et vous avez besoin de retourner à Haneda rapidement. Et après sinon, vous pouvez aller dans les quartiers aussi autour de Shiodome et Shimbashi qui sont sur la Yamanote, qui sont des quartiers d'affaires. Donc vous aurez là-bas une offre hôtelière assez haut de gamme avec des hôtels de luxe assez modernes, vitrés, avec des chambres dans des étages supérieurs pour avoir toujours aussi des vues dégagées. Après, l'envers de ça, c'est que le soir, c'est très calme puisque quand les salaryman s'en vont, en fait, les quartiers sont très très calmes. Vous pouvez y faire votre jogging le dimanche matin. Ça, c'est une expérience vécue parce qu'en fait, il n'y a personne et vous êtes tranquille. Donc, si vous préparez le marathon de Tokyo, ces quartiers-là sont parfaits pour faire du jogging. Si vous voulez un peu plus d'ambiance pour le soir, vous pouvez aller autour de la gare de Shimbashi où il y a aussi beaucoup d'izakaya et de restaurants. Et là, vous aurez une ambiance en début de soirée assez effervescente, un peu comme à Yorakucho, sous les voies côté Ginza et gare de Tokyo. Dans Minato, vous serez pas loin dans les lieux connus du Teamland Borderless, donc qui est dans le nouveau complexe commercial Azabudai Hills, qui a donc le troisième complexe. On parlait de Roppongi Hills. Donc, dans cette région-là, vous avez Roppongi Hills, Toranomon Hills et Azabudai Hills. Et tous ont une vue pas trop loin de la tour de Tokyo, parce que c'est un peu tous dans le même quartier. Donc vous aurez ça côté Minato, donc la Tokyo Tower aussi avec le parc Shiba à ses pieds. Vous pouvez loger autour aussi de la Tokyo Tower, ça peut être une bonne idée. C'est pas très loin non plus de Haneda. Et sinon, sur Odaiba, vous aurez d'autres centres commerciaux comme Diver City, Dex, la vue sur la statue de la liberté. T'as compris ce que je voulais dire. J'ai vu le geste. La statue de la liberté de Tokyo. Et aussi, vous avez l'observatoire à faire qui est en haut de Fuji TV, qui est joli. Ça te fait un observatoire sur la baie d'Odaiba. Et puis, si vous voulez rejoindre en bateau Asakusa et le temple Sensoji, depuis Odaiba, c'est facile. Vous prenez les croisières Hotaluna et compagnie. Ben, je rajouterai que depuis Shimbashi et Shiodome, si vous aimez marcher, vous ne serez pas très loin. Donc, des jardins Hamarikyo, donc c'est un jardin qui donne sur la baie de Tokyo, qui est très joli, qui date du shogunat des Tokugawa. Et si vous remontez vers le nord-est, vous arriverez aussi sur Tsukiji et son marché alimentaire maintenant en extérieur. Et encore un peu plus haut, vous atteignez Ginza. Donc vous pouvez aussi vous faire une belle balade à pied en partant comme ça. C'est faisable à pied si on marche, si on est un bon marcheur. Vos 10 000 pas à la journée seront largement accomplis. Voilà, sinon vous faites 2-3 lignes, 2-3 arrêts de station de métro et vous retrouvez.
Et on peut passer à un dernier quartier, en tout cas un quartier nommé après le reste, on va parler des aéroports. On peut parler de Ikebukuro, c'est un quartier un peu, nous on trouve ici sous-coté, même si c'est de moins en moins le cas, on en entend de plus en plus parler quand on est touriste étranger. Il offre de nombreux avantages, il est déjà un peu moins touristique, il offre un accès aussi direct à la Yamanote et c'est un secteur qui est très vivant, plutôt animé, qui offre des tarifs également plus abordables. C'est une bonne option que ce soit pour les familles ou les otaku, puisque c'est un quartier on peut dire émergent, même si c'est moins le cas, il a peut-être fait plus ses preuves ces dernières années auprès du grand public étranger. Mais en tout cas on trouve que c'est un endroit où il y a toujours quelque chose à faire, c'est peut-être un peu plus excentré aussi. C'est sur la Yamanote, ouais. C'est juste que c'est au nord-ouest et c'est pas forcément des quartiers qui à la base étaient attractifs quand on était touriste, puisque on partait de Tokyo pour ensuite visiter le sud sur la Golden Route, donc aller vers plutôt Shinjuku, Shibuya, où là on a tous les départs pour aller vers, comme je disais, Hakone, Odawara, Kamakura et continuer vers aussi Kyoto et Osaka en passant par Nagoya. Mais c'est un quartier où il fait encore bon vivre. Il y a le côté un peu électrique, lumineux, avec des écrans géants, des tours. La nuit, c'est joli, mais ça reste à taille humaine. Et le quartier, si on va dans l'arrondissement un peu plus grand de Toshima, vous avez beaucoup de zones résidentielles plus à taille humaine. Donc c'est un endroit à Ikebukuro où vous allez pouvoir trouver des hôtels classiques à l'occidental et aussi peut-être trouver des locations de maisons plus facilement, plus traditionnelles dans le sens, plus local dans la vie de tous les jours. Après, faites attention, ne soyez jamais trop loin de la gare. C'est quand même beaucoup mieux pour faire les transferts. Et on pourrait terminer en disant que ce quartier de Ikebukuro, c'est aussi un quartier où on trouvera facilement des activités de loisirs, notamment tout ce qui va graviter autour de son complexe commercial, le Sunshine City. On va retrouver des événements, c'est pas mal lié aussi à la culture manga, animé, geek. Il y a quelques événements à l'année qui s'y trouvent. Vous avez les Batting Centers, l'observatoire Sunshine 60 qui est tout en haut, qui change régulièrement de décor. Donc vous pouvez y aller d'année en année. Des fois, il n'aura jamais le même aspect. Et pour le coup, c'est un quartier qui est vivant, très vivant la journée, donc on a aussi de quoi s'occuper. C'est encore un autre Tokyo. Et on va terminer cette première partie en vous parlant des aéroports, puisque par exemple les 2 aéroports internationaux qui desservent le Grand Tokyo sont logiquement situés assez loin du centre-ville, mais c'est un secteur que l'on peut viser pour des arrivées qui sont tardives sur le sol nippon, ou alors pour un départ matinal vers son retour à domicile. Alors celui de Narita, par exemple, il est connu des étrangers. Il se trouve dans la préfecture de Chiba, à 70 km à l'est de la capitale. Il faut compter environ 1 heure en train pour rallier la gare de Tokyo et cet aéroport. Et puis le deuxième aéroport, Haneda, lui présente une localisation plus favorable dans l'arrondissement d'Ota, à seulement 20 km au sud, et donc une demi-heure de transport en commun depuis le centre. Et vous trouverez donc dans les aéroports toujours une gamme d'hôtels, souvent à l'occidental, plus ou moins cher. Vous avez aussi des capsules hôtels qui sont présents dans les aéroports pour avoir des nuitées à moins cher, mais faut savoir comment loger les bagages, puisqu'en général on a les grosses valises quand on s'en va à l'aéroport, mais tout ça c'est déjà un peu prévu. On a mis à jour la fiche sur l'aéroport de Haneda dernièrement, qui a vraiment étoffé son offre hôtelière de loisirs et de complexes, puisque c'est l'aéroport ces derniers temps qui prend vraiment de l'ampleur au niveau des vols internationaux. Donc ça va être vraiment la porte d'entrée maintenant sur Tokyo. Narita reste aussi un aéroport emprunté, notamment pour tout ce qui est destination d'Asie. Et si vous voulez loger à Narita ou vous voulez prendre un peu de temps autour, vous pouvez loger dans la ville de Narita et pas l'aéroport. La ville est beaucoup plus sympa et beaucoup plus accueillante. Vous avez un petit cœur traditionnel avec des rues, avec des maisons en bois et qui amène jusqu'à un grand temple vermillon. Donc ça peut vous offrir en fait une dernière journée de visite ou une première journée de visite comme ça à l'écart, sans pour avoir autant à loger dans l'aéroport qui peut être très, très pratique. Et voilà, c'est tout. Et tu nous en parlais plus en détail de toute façon dans notre podcast dédié aux aéroports japonais. Exactement. Donc sur les visites qu'il y a à faire autour de ces endroits-là.
Et on en arrive à notre seconde partie qui va être dédiée plutôt aux expatriés, alors que ce soit les expatriés actuels ou futurs. La question du logement est importante lorsque l'on vit à Tokyo pour quelques mois ou quelques années. La question de où on va loger, évidemment, prend une autre dimension que lorsque l'on est touriste. Comme indiqué en introduction, la ville est si tentaculaire et si étalée qu'il est difficile, même pour un natif, d'en connaître tous les quartiers et leurs atouts. En 2016, Tokyo était la 4e ville du monde aux loyers les plus élevés, juste derrière Paris. Alors voici une première lecture faite en collaboration aussi avec notre équipe qui vit sur place à Tokyo. C'est plus une partie du podcast pour vous donner un ordre d'idée, une sorte de carte mentale des quartiers où on peut loger en tant qu'expatrié. Évidemment, il y a forcément dans chaque quartier, il y a des spécificités. Oui, puis il ne faut pas oublier que Tokyo bouge énormément, est une ville en mouvement permanent. Donc ce qu'on vous dit aujourd'hui, en 2026, c'est ce qui est le cas actuellement. Ça peut bouger, il y a des quartiers, des noms des choses qu'on va vous dire qui peuvent bouger au fil du temps, comme il y a des quartiers il y a quelques années qu'on ne nommait pas, qui n'étaient pas forcément très intéressants, puis il y a eu des projets d'urbanisme qui ont été mis en place et ça devient des adresses intéressantes pour loger à Tokyo quand on y vit sur place. Alors on pourrait commencer par parler tout simplement du quartier français. À Tokyo, l'esprit français se retrouve du côté de Kagorazaka, qui se trouve au nord-ouest du centre. L'ambiance y est par endroits paisible et raffinée, avec des boulangeries, des boutiques et des restaurants de style français. On y trouve l'Institut français du Japon, avec sa bibliothèque et sa médiathèque. Un peu plus au nord, on trouve l'arrondissement de Kita, où se trouve le lycée français international de Tokyo, qui peut accueillir les enfants francophones dès la maternelle. Et c'est autour de cet ensemble que l'on retrouve les familles françaises expatriées. Donc ça, c'était pour le quartier français, Kelly, et maintenant on peut parler de l'intra-Yamanote, donc tout ce qui va se situer à l'intérieur du grand cercle que forme cette voie ferroviaire qu'est la Yamanote. Alors c'est vrai que cet endroit, du fait de sa praticité, vivre au sein de la maille du réseau ferré japonais, c'est un luxe qui se ressent aussi sur les loyers et sur le prix d'achat des logements. Les loyers sur la Yamanote n'ont d'ailleurs jamais été aussi élevés et c'est un des principes de la ville, mais comme partout un peu dans le monde, c'est que moins votre loyer est élevé, plus vous avez de temps de transport et c'est d'autant plus vrai à Tokyo. Et dans cet espace géographique délimité par la Yamanote, le nord de la capitale abrite plusieurs universités avec des campus qui y sont associés. C'est donc plutôt un choix de résidence pour les étudiants étrangers. Par exemple, on a le quartier de l'université de Waseda. À l'ouest, on retrouve le district de Yoyogi qui attire également de nombreux jeunes adultes au porte-monnaie peut-être plus conséquent, puisqu'ici Tokyo offre davantage de lieux de verdure, donc ça aussi ça a un coût lorsque l'on a un loyer à payer ou alors un achat de maison ou de logement à faire. Au sud de cette zone intra-Yamanote, ce sont des quartiers peut-être un peu plus familiaux et aussi plus haut de gamme. Entre Meguro et Roppongi se cachent des lieux de vie à taille humaine. On y trouve également Hiro, dont on parlait tout à l'heure, qui est un lieu d'habitation plus classique pour les étrangers. Oui, les étrangers avec soit qui ont un statut d'expatrié, donc avec un statut spécial où on leur fournit un logement en fait dans des quartiers comme ça un peu hype, soit qui ont un bon pouvoir d'achat, parce que ça reste des loyers assez élevés, mais c'est vrai que c'est agréable de vivre dans ces quartiers-là. Et au centre, si le budget le permet, on aimera à coup sûr Kagorazaka et Iidabashi qui plaisent beaucoup aux Français. Donc là, on retrouve des petites ruelles charmantes, des petits parcs aussi qu'on retrouve à plusieurs endroits, des maisons ou des appartements à très faible hauteur. Donc ça change aussi un peu de ce que peut proposer Tokyo ailleurs dans cette zone intra-Yamanote. Ensuite, on a tout le reste de la capitale, c'est-à-dire hors du centre, qu'on peut classer sous le Grand Tokyo. Donc on a la partie ouest de la ville qui s'étend au-delà de Shinjuku, qui est souvent citée comme référence d'endroits où il fait bon vivre en tant qu'expatrié, notamment du côté de Setagaya. L'avantage aussi de l'ouest de Tokyo, c'est que les transports en commun ils sont assez développés et faciles d'accès. On a notamment la ligne Chuo qui irrigue toute cette partie depuis Shinjuku et qui permet de rejoindre le centre de Tokyo assez facilement. Oui, mais qui peut être alors très bondé aux heures d'embauche et de débauche. Faut faire attention, c'est une ligne qui est quand même vraiment empruntée. Oui, du coup, forcément, puisque tout le monde va vivre de ce côté-là, du côté ouest, et travailler au centre. Autrement, d'autres quartiers et arrondissements de Tokyo sont aussi très intéressants. Au nord et à l'est, donc on a l'arrondissement de Nerima qui comprend Ikebukuro dont on a parlé tout à l'heure.
Adachi au nord et Katsushika à l'est, qui conservent quant à eux un petit air de province, sans l'aspect surcoté de Setagaya dont on a parlé tout à l'heure, et qui reste quand même accessible par des lignes de train locales. Oui, là, c'est plus si vous avez envie de loger et de passer du temps dans votre logement et de prendre les pouls en fait, du quartier en vous promenant, en faisant du vélo aussi, parce que vous avez des quartiers plus à taille humaine où on peut faire du vélo. C'est vraiment... vous serez quand même excentré des centres touristiques de Tokyo, enfin des grands centres touristiques de Tokyo, mais ça vous permet de toucher à une vie plus locale et plus tranquille. Et si vous avez envie de parler avec les personnes âgées aussi. Elles seront ravies d'échanger avec vous. Oh, Nihongo Jozu desu ne. Et on peut enfin aborder la partie pour des budgets peut-être plus abordables pour économiser sur les loyers. On peut conseiller Kawasaki au sud qui peut être une excellente alternative. Au nord, il y a Saitama qui est tout aussi agréable, c'est développé, c'est peut-être un peu moins dense et bien moins cher. Et dans le même genre, on pourrait citer d'autres quartiers comme Tokorozawa ou encore Omiya. Du côté est, il y a Funabashi, donc c'est un quartier qui maintenant a un peu plus la cote, mais c'est vrai qu'il est quand même assez excentré, donc si vous avez pas mal d'allers-retours ou si votre job par exemple est en centre, c'est peut-être plus compliqué. Il existe aussi de nombreuses petites et moyennes villes entre Tokyo et Narita qui semblent très sympas, comme Chiba New Town Chuo. En tout cas, on peut insister sur ce fait, c'est que, si vous êtes d'accord avec moi, c'est surtout votre statut d'expatrié et votre temps de résidence qui orientera votre lieu de résidence. Votre statut souvent et votre métier font que vous avez plus ou moins de budget pour plus ou moins de temps dans la capitale. C'est un peu ce que tu nous disais d'ailleurs tout à l'heure, Marjorie, il me semble. Oui, si votre employeur vous loge aussi, ça change aussi beaucoup la donne dans le fait de vivre à Tokyo. Là, on vous a donné en fait un premier aperçu, histoire de vous présenter les choses, mais il faudra faire plus de recherches, il faudra faire davantage de recherches si vraiment vous cherchez un logement à Tokyo. Oui, on restait sur des généralités en fait, après chaque cas est particulier, donc... Oui, et puis il ne faut pas oublier que si lorsqu'on est étudiant ou qu'on a un visa de vacances-travail, donc on reste 1 an, vous avez aussi tout un ensemble d'hébergements, de solutions d'hébergement spéciales pour ce type de public, donc avec des organismes qui prennent en charge, en fait, qui vous permettent de louer une chambre dans un établissement, et donc vous avez que ça à payer, et on s'occupe de l'électricité, d'accès à Internet et tout ça, parce qu'il y a derrière se loger et vivre. Ouais. Voilà, à Tokyo, il y a tout un administratif. Donc pour des séjours, on va dire, plus longue durée que touristes, mais pas non plus pour une installation quasi définitive, vous avez plein de solutions pour vous aider à vivre à Tokyo, avec des formules tout compris qui vous prennent en charge. Alors après, vous aurez à louer, c'est souvent qu'une chambre, mais ça peut être un bon point de chute au début pour arriver, pour savoir où loger, puis après trouver, on va dire, son petit quartier préféré. Et puis si vous avez des enfants et que vous travaillez ou vous vivez au Japon, forcément, il faut être pas trop loin d'un accès à des écoles. Oui, notamment vous avez français toujours, s'ils ne parlent pas japonais. Oui, ou si vous souhaitez les mettre dans des établissements internationaux, oui. Voilà, après, c'est sûr que après les écoles peuvent aussi vous aider à vous orienter pour trouver un hébergement. Et on en arrive à notre troisième et dernière partie dans laquelle nous allons parler, en tout cas faire des rappels sur les hébergements. Pareil, on a déjà évoqué le sujet des hébergements pour des nuitées au Japon dans des podcasts. On a des podcasts dédiés. Donc là, on va rappeler quelques diversités de types de logements, parce que c'est vrai que quand on parle de Tokyo, on s'imagine, et à juste titre, qu'il y a énormément de choix de logements, notamment les hôtels. Donc Tokyo est une ville moderne tournée vers l'international, donc on y trouve un très large choix d'hôtels classiques où les normes et l'hospitalité nippone font que le standard du 3 étoiles est un peu plus au-dessus d'ailleurs que le standard occidental. Par contre, il faut savoir que les chambres sont souvent un petit peu plus petites en taille. J'avais déjà évoqué, mais si vous avez de très grosses valises, ça peut être gênant. Donc essayez de savoir en avance quelle est la superficie de votre chambre. Mais c'est quelque chose qui est valable pour tout Tokyo, hein. Si vous avez un budget très très conséquent, là vous avez des chambres plus grandes, mais sinon c'est quand même des chambres assez petites. Oui, de l'ordre de 9-10 mètres carrés si vous voyagez seul. C'est pas une surprise, c'est pas que vous êtes trompé ou que c'est un hôtel qui n'est pas terrible, c'est que c'est les normes même pour du 3 étoiles plus. Oui, c'est des standards japonais, oui.
Il y a également pléthore de chaînes d'hôtels de luxe dans tout Tokyo. Si les tarifs passent de plusieurs centaines à quelques milliers d'euros la nuitée, ils offrent évidemment une expérience et des endroits comme le parc Hyatt Tokyo, le Haman Tokyo ou encore le Ritz-Carlton dont on évoquait le nom tout à l'heure. Tout cela vont incarner des savoir-faire et des expériences toutes particulières, donc c'est aussi pour ça qu'on peut les conseiller si vous avez le budget. C'est que c'est pas seulement pour dormir, mais pour tout ce qui va à côté, les vues, les services offerts à l'intérieur, etc. Oui, il y a des spas, il y a des choses comme ça, il y a toute une gamme de loisirs plus luxueux. Et puis si vous êtes habitué à ces chaînes-là en dehors du Japon, vous pouvez aussi les tester sur le Japon avec la petite touche d'hospitalité japonaise. Et pour une immersion plus culturelle peut-être, des ryokans sont disponibles même dans Tokyo. Donc c'est pas là où on en trouvera le plus, c'est plutôt dans d'autres endroits, dans d'autres régions du Japon. Mais ces auberges traditionnelles, souvent situées dans les villes comme Kyoto par exemple, où on en retrouvera davantage, ou dans les régions thermales, elles vont proposer des sols avec des tatamis dans les pièces de vie, ou notamment les chambres, avec des futons, des bains japonais pour une expérience plus traditionnelle. Donc ça on peut se l'offrir aussi même en ville. Par contre, toujours pareil, réservez bien en avance. Et pour tout ce qui est famille, vous pouvez louer des maisons ou des appartements à Tokyo. Vous avez des offres qui existent. Alors pas dans tous les quartiers, hein. Vous serez dans des quartiers, on va dire à taille humaine et plutôt résidentiels où on trouve encore des petites maisons à Tokyo, mais pas forcément trop excentrées, un peu pas au centre mais pas forcément excentrées. Et donc ça ira bien pour les groupes et les familles. Et ça vous permettra aussi de diluer en fait le prix par personne. Donc ça c'est intéressant pour avoir des logements entiers. Pour tout ce qui est chambre d'hôte et Minshuku, doit y en avoir à Tokyo, c'est sûr, parce que la ville est tellement grande. Oui, pour les chambres d'hôtes Minshuku, qui sont en fait des hébergements, on va dire, pas trop chers, et en plus avec une expérience de rencontre avec les propriétaires de la chambre d'hôte. C'est pas forcément ce qu'on va retrouver majoritairement à Tokyo, ou alors assez excentré, il faudrait que ça soit des familles ou des propriétaires qui acceptent de loger, donc c'est pas forcément le cas. En revanche, si vous cherchez des logements plus conviviaux et pas chers, vous avez les auberges de jeunesse, où ça, vous allez en trouver énormément à Tokyo, et ça peut être vraiment une bonne idée de choisir ces hébergements-là quand on est jeune et qu'on a envie de rencontrer plein de monde. Oui, puisque les auberges de jeunesse, ça reste encore le moyen le plus économique, surtout si l'on voyage peut-être seul pour passer quelques jours au Japon pour des budgets plus restreints. Par contre, il faut savoir que ce ne sont pas des endroits low cost. Pour autant, surtout quand on les prend en dernière minute, ça peut revenir assez cher, mais en moyenne, on compte entre 25 à 40 euros la nuitée en dortoir, donc c'est à peu près 3 fois moins cher qu'une nuit en hôtel standard 3 étoiles. L'avantage, c'est qu'au Japon, c'est souvent synonyme quand même de propreté et d'équipement moderne, donc on est rarement dans des endroits un petit peu trop exigus, mais il y a tout le confort qui va avec, pour votre bien-être, tout va bien se passer. Et selon les périodes, les nuits en auberge, comme je disais, peuvent être vraiment plus chères. Donc c'est pareil, essayez de pouvoir les prendre en avance, parce que des auberges de jeunesse de dernière minute, si on ne prévoit pas trop son budget, eh bien en fait on se retrouve à payer quasiment le prix d'une nuit en hôtel, alors qu'on pourrait être seul et pas en dortoir, parce que là je parle de nuit en dortoir. Oui, les nuits ou des nuits dans des hôtels APA, les hôtels qui sont vraiment pas chers. Vous avez aussi possibilité de trouver des capsules hôtels, donc les fameuses chambres en caisson. Il y en a à Tokyo. C'est pareil, je dirais que c'est pas forcément la ville où il y en a le plus, mais il y en a forcément. Ou alors les Love Hotels, si vous êtes du côté de Shibuya, vous pouvez aussi faire ça. Ça peut être une expérience à faire une fois. C'est pas forcément non plus une solution d'hébergement pour plusieurs jours, mais pour une nuit ou quelques heures, ça peut être aussi un bon plan. Mais c'est pas, voilà, les capsules hôtels, faut faire attention. Et puis on l'avait déjà dit dans notre podcast hébergement, c'est souvent hommes et femmes séparés, donc à des étages séparés. Et les enfants de moins de 13 ans ne sont pas admis. Donc c'est pas des solutions d'hébergement pareil pour plusieurs jours. Ça peut être pour une expérience dans un cadre bien précis sur lequel il faut être bien OK avec ça. Et sinon, vous avez les manga cafés ou les hôtels avec des thématiques aussi qui peuvent très bien faire l'affaire aussi, qui peuvent être sympas. Et avant de conclure, on peut parler de quelques spécificités que l'on n'a pas évoquées jusque-là, mais dont on a parlé dans d'autres podcasts. Par exemple, si on prend le cas du petit déjeuner, si on dort à l'hôtel, eh bien, c'est toujours plus économique, on trouve, nous, ici à Kanpai, d'aller plutôt à la découverte de petits déjeuners ailleurs
dans son quartier plutôt que celui de l'hôtel que l'on va payer plus cher et qu'en plus ce ne sera pas forcément, même s'il est adapté au goût, au palais occidental, sera peut-être pas forcément trop de qualité selon les hôtels. Donc peut-être que nous, on vous recommande de choisir votre propre endroit pour faire votre petit déjeuner et essayer de vous renseigner aussi si c'est pas forcément du poisson cru ou autre dès le matin. Parce que nous, on adore, mais c'est pas fait pour tout le monde non plus, il faut être bien préparé. Dans les hôtels classiques à l'occidental, vous avez souvent les buffets. Donc c'est vrai qu'ils ont tous un certain prix, que ce soit au Japon ou ailleurs dans d'autres pays. Les buffets d'hôtels sont assez onéreux. Donc ça va pour les gens qui ont faim, vraiment qui veulent manger beaucoup le matin. Et si vous voyagez à plusieurs et que vous n'avez pas les mêmes appétits, c'est vrai que ça va peut-être être un budget trop élevé. Donc là, il vaut mieux sortir parce que vous aurez plein de cafés, ou même un combini ou une boulangerie à la japonaise qui sera ouverte, qui vous permettra de manger sur le pouce. Et tout ce qui est ryokan, si vous n'aimez pas effectivement le poisson et le riz et qu'il n'y a que ça en offre de petit déjeuner, ça peut être un peu compliqué tous les matins. Et alors souvent les ryokan maintenant font des offres sans petit déjeuner, ils se sont adaptés à la clientèle internationale, donc faites bien attention à votre réservation si vraiment c'est quelque chose pour vous qui est rédhibitoire, de réserver juste la nuit sans les repas. Autre petit tips peut-être pour les petits budgets, même si vous voulez rester en hôtel, il y a des chaînes qui sont très abordables, dont tu parlais d'ailleurs tout à l'heure Marjorie. Il y a les hôtels APA ou encore Sotetsu. Donc là c'est pareil, ce sera pour des petites chambres de 10 à 13 mètres carrés grand max, mais les tarifs sont les plus tirés vers le bas que l'on puisse, je pense, dans Tokyo. Oui, en général c'est situé près des gares, alors pas dans les sorties principales, mais pas loin des gares, donc ça reste ça reste bien localisé en général. Et toujours dans la thématique des hôtels, si vous êtes en famille et que vous souhaitez, c'est une demande souvent des touristes, des chambres communicantes, eh bien à Tokyo c'est vraiment beaucoup plus cher, donc peut-être préférer des chambres quadruples par exemple pour les familles qui sont plus abordables que les chambres communicantes dans les hôtels. Oui, je pense que l'offre est pas si grande que ça en réalité. Oui, les hôtels sont pas conçus pour là-bas, c'est pas forcément la façon de faire au Japon, donc c'est aussi pour ça qu'on en trouve moins. Souvent, en fait, l'enfant va dormir avec les parents et en général, ils sont maximum 4, mais en moyenne, ils sont plutôt 3 personnes. Donc les familles qui ont 2 à 3 enfants, faudra viser des surfaces plus grandes, donc soit des chambres quadruples ou alors des sortes de suites. Donc là, les prix sont un peu plus élevés, mais vous aurez au moins 4 lits pour 4 personnes. Sinon, vous allez finir sur des canapés transformés en convertibles. Enfin, c'est souvent une solution que les Japonais vont proposer. Ça arrive très régulièrement, ça peut un peu être déceptif pour nous, mais c'est comme ça que eux, des fois, quand ils disent chambre à 3, en fait, il y en a un qui dort sur le canapé. Et pour les familles à enfants, si on reste dans la thématique des hôtels toujours, eh bien il y a des endroits comme Ueno ou encore Hamamatsucho qui peuvent disposer de logements qui peuvent être sympas pour les familles, comme les établissements Mondez ou Mimaru. Oui, alors là on est sur le principe des appart-hôtels. Donc ça c'est un mix un peu les deux, donc ça peut être très bien pour tout ce qui est famille. Et là vous avez 4 lits. Et en général vous avez les lits superposés pour les enfants. C'est vraiment adapté aux familles. Pour terminer, on va aborder la question du Airbnb très rapidement. On le fait généralement quand on a l'occasion dans nos podcasts. Il faut savoir qu'au niveau du tarif, c'est très acceptable, mais par contre, notre avis à nous, il est plus nuancé sur la qualité d'accueil, la propreté des logements ou la qualité même des logements. C'est pas forcément quelque chose que l'on recommande comme quand on partirait ailleurs à l'étranger des fois. Oui, et on peut ajouter aussi que les voisins en général, ils n'aiment pas avoir des locations Airbnb dans leur immeuble. Donc ça peut être source de tension, on va dire. Et si vous rigolez un peu trop fort dans votre appartement, ça peut être considéré comme si vous faisiez la fête presque. Tapage nocturne. donc c'est vrai que c'est pas bien vu de toute façon, et même si vous êtes assez silencieux, vous serez de toute façon, je pense, pointé du doigt puisque il y a une aversion pour ce genre de pratique au Japon. Oui, il y a la fameuse tri des ordures ménagères où là c'est vraiment si vous aimez les challenges, prenez un Airbnb. Parce que là, c'est sûr que vous ferez un faux pas à un moment donné, même si vous voulez faire le maximum, les choses comme il faut, c'est toujours assez complexe, surtout dans les zones résidentielles. Ça s'est bien implanté quand ça a commencé Airbnb, puis après, le Japon a mis des lois, en fait. Déjà, il y a un nombre de nuitées par an qui est maximum, et en fait... l'hospitalité à la japonaise, vous ne le retrouverez pas dans le Airbnb. Les deux concepts ne fonctionnent pas, en fait, vraiment ensemble.
Et pour conclure notre podcast dédié au logement à Tokyo, eh bien la capitale nippone offre un panel très large et souvent très qualitatif de logements pour les touristes. Dans ce large choix des possibles, c'est la localisation, l'ambiance du quartier et l'accès aux transports en commun qu'il faudra bien identifier afin de ne pas avoir de mauvaises surprises une fois que l'on est sur place. Donc ça se prépare aussi en avance. Si vous êtes branché quartier très dynamique et nocturne, on va vous conseiller plutôt les quartiers centraux de Shibuya et Shinjuku. Pour des quartiers moderne du côté de Ginza, Roppongi ou encore Odaiba. Pour une ambiance peut-être plus immersive et culturelle, on ira du côté de Asakusa, de Yanaka ou encore de Ueno. Et on opte pour un Japon plus calme et résidentiel du côté de Ebisu, Daikanyama et Meguro. Et pour un quartier animé, dynamique mais moins excentrique que Shinjuku ou Shibuya, on privilégiera le quartier de Ikebukuro qui est plus accessible financièrement et où il y a plein d'activités à faire comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à rajouter ou un petit coup de cœur peut-être vous pour loger au Japon ? Le palais impérial peut-être pour toi. Moi j'ai une chambre avec... Une chambre avec vue. Une chambre avec vue. Vue sur l'empereur. Non, moi j'apprécie beaucoup, en tout cas en tant que touriste, l'est de Tokyo. C'est vraiment pratique, agréable. Bon, après c'est la grande ville, donc il y a toujours un petit peu de bruit, mais ça c'est entre guillemets le côté, le revers de la médaille en fait. Mais dans l'est de Tokyo, entre Asakusabashi et Ginza, c'était vraiment des endroits sympas. Oui, puis ça reste, il y a assez de sécurité pour rentrer la nuit, que même si on est seul, ou en famille avec des jeunes enfants. Ouais. C'est important aussi à le dire. Et pour ma part, lorsque j'avais fait Tokyo, j'avais dû y passer 7 ou 10 jours et j'avais fait quelques jours à un endroit, quelques jours à un autre endroit et en fait l'hôtel me servait justement à rayonner dans les quartiers plutôt que d'être à un seul endroit pendant 10 jours. Donc il y a eu des bonnes surprises, de moins bonnes surprises aussi parce que j'avais pas regardé justement tous les critères que l'on a évoqués pendant ce podcast, notamment les travaux par exemple ou les chambres fumeurs, non fumeurs. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des chambres fumeurs. Ouais. Ah oui, alors ça existe encore moins qu'avant quand même. À Odaiba, j'avais une superbe vue, mais par contre, ça sentait très mauvais. Oui, mais c'était moins cher. C'était moins cher. Oui, il reste encore des chambres avec fumeurs, donc il y a vraiment une odeur de tabac froid très importante en général, surtout qu'il y a de la moquette au sol la plupart du temps. Donc on est vraiment sur une chambre bien. C'est vrai qu'on ne l'avait pas évoqué, mais ça peut être un bon tips de prendre une chambre fumeur, même lorsqu'on n'est pas fumeur, pour avoir des tarifs un peu moins chers. Oui, si l'odeur ne dérange pas ou si on ne sent rien, c'est vrai que du coup vous aurez des... Parce que la loi a changé avec les JO sur le fait de fumer en fait, et notamment Tokyo c'est beaucoup assagi par rapport à ça. Il y avait beaucoup plus de fumeurs qu'on voyait dans les rues, etc. ou dans les établissements comme les restaurants. Maintenant c'est interdit. Mais reste encore des chambres fumeurs. Sachant que généralement on ne peut pas ouvrir les fenêtres dans les appartements. Oui, ça c'est difficile. Ouais, pas partout. Donc, quand c'est ça la fume, clim. Ça reste. Du coup, t'as un circuit fermé. Et là, le fait braise, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, mais moi j'avais bien aimé loger dans Minatoku, l'arrondissement, même si effectivement c'est pas le plus vivant du monde, mais il y a quand même des petits endroits qui sont sympas. Les grands hôtels qui sont avec vue sur la baie, c'est quand même assez joli. Je sais qu'on travaille beaucoup avec Kampai, avec les gammes d'hôtels Royal Park Hotel. Et en fait, on est régulièrement invités et ils ont plein de gammes d'hôtels différents, du 3 étoiles, du 4 étoiles, des choses un peu plus luxueuses, mais ils sont souvent bien aussi. C'est souvent intéressant, c'est des hôtels qui sont relativement modernes. Pour la plupart, ils n'ont que quelques années d'existence. Donc on sera quand même sur des bonnes expériences qui changent un peu des hôtels qu'on peut connaître dans d'autres pays ou en France. Il y a toujours une petite touche japonaise. Et prenez des hôtels qui ont des histoires ou qui racontent une histoire, par exemple, qui s'installent dans un quartier, par exemple à Ginza, et qui vont en fait s'inspirer du théâtre Kabuki qui est pas loin, ou des artisans locaux du quartier de Ginza, et vous proposer des décos un peu traditionnels, une petite touche culturelle. Ça change un peu l'expérience de l'hôtel à l'occidental classique. Vous avez un peu de voyage aussi dans ces établissements-là. Tu nous conseilles l'hôtel Muji à Ginza? Oui, ça peut être une expérience, l'hôtel Muji à Ginza. Ouais. Oui, très bien, si on aime la déco Muji, oui. Je fais les grands yeux de Kelly, je sais pas si elle est fan. J'aime beaucoup la simplicité, mais... c'est trop simple. Il y a des limites à la simplicité quand même. Non, mais il y a plein d'hôtels il y a beaucoup d'hôtels à Tokyo. Chercher peut vous prendre énormément de temps.
Et si vous voulez être conseillé, passez par une agence de voyage qui, eux, ont déjà en fait présélectionné des adresses et peut vous dire, voilà, suivant votre typologie de voyageurs, qu'est-ce qui vous conviendra le mieux en termes de localisation, de budget, de type de chambre et aussi d'ambiance d'hôtel. Ça peut quand même jouer l'ambiance de l'hôtel. Oui, puis c'est vrai que même si c'est un budget, parfois il vaut mieux rajouter quelques euros de plus par nuitée pour être sûr d'avoir un peu tout à dispo et puis comme on veut, plutôt que de faire forcément moins cher et de courir toute la journée pour rattraper tout ce qu'il n'y a pas autour pour le coup, autour de notre hôtel. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à des agences de voyage spécialisées comme Kekaku. Eh bien, merci encore, en tout cas, Kelly et Marjorie, pour le temps accordé à cet enregistrement. On se retrouve très vite le mois prochain pour un autre podcast voyage. Merci encore, chers auditeurs et chères auditrices, pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux, vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à continuer de partager ce podcast et nos posts sur les réseaux sociaux. On se retrouve en podcast donc sur vos plateformes de streaming préférées et également sur YouTube. À très bientôt et merci encore, Kelly et Marjorie. Merci Charlie. Merci Charlie, au revoir. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.